Qui ne s'est jamais rêvé en capitaine Nemo? Parcourir les océans à bord du Nautilus, explorer les fonds marins, vivre 20 000 lieues sous les mers, découvrir des terres inconnues et devenir, à force de péripéties, la quintessence de l'aventurier. Arrivé à Copenhague pour faire la fête avec des amis, Thibaut va rencontrer un inventeur qui erre dans les eaux danoises à bord de son sous-marin. Mais il découvrira bien vite que ce charmant savant n'a rien à voir avec le courageux capitaine Nemo. Vous écoutez Transfert, épisode 239, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. On est en 2017, j'ai 29 ans et avec mes 4 potes, on décide de participer à un festival de musique à Copenhague au Danemark. On se voit pas très souvent parce qu'on est un peu éparpillés en France et en Europe et du coup c'est un peu notre rendez-vous de chaque année. On se fait un voyage ou un festival, donc cette année c'est à Copenhague. On se réunit tous au mois de juin pour le festival début juin pour passer 3 jours de fête dans le centre de Copenhague. On se rejoint tous là-bas puisqu'on habite dans différentes villes, pas qu'en France, donc on est trop contents de se retrouver sur place. Le festival se passe en centre-ville de Copenhague. On avait réservé des emplacements dans un camping et dès le premier soir, on part au festival et tout se passe bien, on passe une trop bonne soirée. Dès le lendemain, en fait, on va retourner en centre-ville et on passe par le port de Copenhague, en fait, qui est juste à côté de notre camping. On voit dans le port un sous-marin qui est garé, en quelque sorte, avec un homme sur le sous-marin qui est en combinaison militaire, qui travaille sur son sous-marin. On est super intrigués de ça. On le regarde un instant, quelques minutes. On voit qu'il a du mal à faire une action sur son sous-marin. Donc on lui parle, on lui propose notre aide en fait pour sortir quelque chose de l'eau. Mon pote saute sur le sous-marin qui est juste à 1 mètre en dessous du quai et il l'aide à sortir un aileron du sous-marin. Et c'est là qu'on commence à discuter avec cet homme-là. Et on est super intrigués de voir un sous-marin pour la première fois de notre vie. C'est un sous-marin qui fait à peu près 15-20 mètres de long. Donc c'est un petit sous-marin entre guillemets, mais c'est quand même très impressionnant. On commence à discuter avec lui. Il nous explique que c'est lui qui a construit ce sous-marin artisanalement, que c'est lui qui a tout soudé, donc ça se voit que c'est un peu artisanal, quoi. C'est pas un truc militaire. Il nous explique qu'il a son atelier pas très loin et voilà, on apprend un peu toute son histoire. Et en rigolant, on lui demande si on peut pas visiter son sous-marin puisqu'il est juste là, il est ouvert et tout. Donc il accepte. On rentre tous dans le sous-marin, on est 5 potes à rentrer, et puis c'est assez exigu, ça fait 2 mètres de haut à l'intérieur, donc on touche un peu toutes les parois. Enfin, c'est assez sombre, il y a quelques hublots, mais voilà, il y a pas beaucoup de machinerie, il y a des bonbonnes de gaz, il y a des outils et cetera. J'ai avec moi une caméra, une petite caméra et donc je filme un peu tout pour garder des souvenirs de ce qu'on est en train de vivre. Et encore une fois, en rigolant, on lui demande si on peut pas faire un tour dans son sous-marin. Et donc on s'attend pas à une réponse positive. Et en fait, il nous explique que c'est vraiment possible, sauf que ça coûte un peu cher pour lui, pour l'essence, et cetera. Donc il nous propose de le payer. On garde ça en tête et puis il nous propose de revenir le lendemain ou le surlendemain, le samedi, je crois, et qu'on pourrait faire un tour de 2-3 heures avec lui, qu'on pourrait aller sous l'eau avec son sous-marin et donc on en reste là. Nous, on file au festival et sur le chemin, en fait, on discute tous ensemble de ce qui vient de se passer, de cette proposition qu'il nous a faite. J'ai 2 de mes potes qui sont vraiment trop excités, qui disent: «Bah, on n'aura qu'une seule chance dans notre vie d'aller dans un sous-marin, il faut absolument y aller». Moi, j'hésite un peu parce que, ben, c'est quand même assez fou comme proposition. Rentrer dans un sous-marin qui est assez petit, aller sous l'eau là-dedans, ça faisait un petit peu peur quand même. Et j'ai un autre pote qui lui nous dit carrément, «Bah, ça va pas les gars, vous êtes complètement fous, on connaît pas ce mec, vous voyez un sous-marin, vous voulez aller dedans, enfin, c'est pas du tout sérieux». Il nous donne sa carte avec son numéro et son nom. Donc il s'appelle Peter Madsen. Donc c'est facile de le retrouver sur internet et c'est là qu'on apprend, enfin, tout son historique, on voit tous les projets qu'il a fait. On s'aperçoit qu'il est assez connu dans la ville de Copenhague et même au-delà du Danemark. Et en fait, c'est un ingénieur, assez talentueux. C'est son 3e sous-marin qu'il construit. Donc il avait ce sous-marin, il a le record du monde du plus gros sous-marin, artisanal.
et on voit qu'il est en train de faire un nouveau projet de création, de fabrication d'une fusée pour partir lui-même dans l'espace. Et donc ça paraît incroyable en fait, mais on voit plein de vidéos sur YouTube de lui qui est en train de se tester à la force centrifuge, en train de tester des lancements de fusées sur l'eau. Et donc ça nous rassure un peu, on se dit que c'est quelqu'un de sérieux, qu'il est connu et que du coup, on va partir avec lui dans le sous-marin 2 jours après. Après notre réflexion, tous les 5, on décide de partir avec lui le samedi, donc on lui envoie un texto pour confirmer le rendez-vous. On le rejoint le samedi, il nous accueille sur son sous-marin, on a rendez-vous devant le sous-marin. Il nous a préparé plein d'équipements, donc il nous donne un gilet de sauvetage à tous. Et là, il nous explique comment ça va se passer, qu'on va partir à peu près 2-3 heures, qu'on va aller sur une île de Copenhague, enfin c'est dans le centre-ville, mais ça, c'est une petite île, où il y a des bars, des restaurants, qu'on va aller manger un morceau là-bas. Donc il nous explique qu'on va faire 30 minutes ou 40 minutes de trajet, on va rester en surface de l'eau, puisqu'il n'a pas le droit d'avancer sous l'eau, mais il n'a pas de radar dans son sous-marin, donc il nous explique comme un bateau, on va juste circuler en surface. Au retour, par contre, on pourra faire une immersion sous l'eau dans le port et qu'on va aller au fond et qu'on va tester ça. Nous, on a quand même fait la fête la veille dans le festival, donc il y a plein d'émotions qui se mélangent, mais on a trop envie d'y aller, on se pose même pas de questions et ça va être trop bien. Là, il met en marche son sous-marin. En fait, c'est assez archaïque, enfin, disons qu'il a juste une grosse télécommande avec marche arrêt, droite, gauche et haut, bas. J'ai l'impression que c'est pas plus compliqué que ça, même si ça doit l'être. On part et on est sur le pont du sous-marin. Il y en a qui sont avec lui dans la tour du sous-marin. Et on est sur le pont et on navigue comme ça vraiment assez doucement. Il y a le petit drapeau du Danemark dessus. On est avec lui, on n'arrête pas de discuter. Donc lui, il nous parle beaucoup de ce qu'il est en train de faire. Il nous parle beaucoup de son projet de fusée. On voit que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a construit des choses incroyables. Donc en fait, on est un peu fasciné et on voit qu'il aime bien parler de ce qu'il fait. Et donc au bout de 30-40 minutes, on arrive sur cette île. Il y a un resto juste au bord du quai. Donc il y a vraiment, je sais pas, 100-200 personnes qui sont là en train de prendre le soleil et de boire une bière. Et nous, on arrive en sous-marin sur le quai. Donc il y a tout le monde qui nous regarde. C'est assez étrange parce que, c'est pas du tout discret, quoi. Et on voit que Peter, lui, il aime trop ça. En fait, il nous avait prévenu qu'on allait arriver devant tout le monde et qu'on allait pouvoir, frimer devant tous ces gens-là et tout. Et on se gare, comme un bateau, en fait. On se gare sur le bord et on monte l'échelle et puis on va chercher une pizza, prendre une bière et on revient boire notre bière sur le sous-marin. Et donc il y a plein de gens qui viennent poser des questions. On explique un peu ce qu'on fait avec lui. On reste pas très longtemps et on repart, vers le port. Après, on fait un petit tour, avec le sous-marin et on retourne vers le port pour faire l'immersion. Il nous explique que sur le retour, il y a une autre personne qui va venir avec nous. C'est une femme qu'il a rencontrée, quelques jours avant. Il nous explique que c'est une personne avec qui il a sympathisé et il lui a proposé de surveiller le sous-marin pendant une nuit, pendant le festival, puisqu'il y avait eu des dégradations, sur le sous-marin. Donc il nous explique qu'elle va dormir dans le sous-marin cette nuit-là pour le surveiller. C'est comme si on la prenait en stop sur le chemin et on rencontre, Maria qui vient avec nous, qui est super sympa. Maintenant, on est 7 sur le sous-marin et on fait le trajet retour vers le port. Donc c'est juste à côté de notre camping. On arrive à la fin et on arrête toutes les machines et c'est là qu'il nous explique qu'on va descendre sous l'eau. Donc on rentre tous à l'intérieur, il y a des banquettes à peu près de partout. Il y a vraiment des fils, lumineux en fait, rouges qui donnent une ambiance assez particulière, ça fait assez peur. Enfin disons que l'ambiance elle est assez étrange, il y a tous ces bruits métalliques à l'intérieur, c'est assez spartiate, il y a juste quelques banquettes. On voit toutes les soudures, à l'intérieur, il y a les six hublots, sur le côté et en fait on s'enferme à l'intérieur et ils ferment l'écoutille et donc là moi j'ai ma caméra, on fait quelques vidéos, il y a mon pote qui fait une petite blague en se filmant en disant, adieu à ses parents pour faire la blague. Parce on va couler, on va aller sous l'eau et donc c'est là où on commence à couler. Donc on voit qu'il fait quelques manipulations, il met du gaz ou il enlève du gaz ou il met de l'eau, je sais pas je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas on commence à couler. Donc on était à la surface de l'eau au niveau des hublots et là on sent qu'on descend. C'est très, très rapide et en quelques secondes, quelques minutes, on touche le fond du port. C'est à 10-12 mètres. C'est pas très, très profond.
Mais voilà, on touche le fond, donc là, il y a toute la vase qui décolle, du sol et là, il coupe toutes les machines, c'est-à-dire qu'il enlève tous les bruits qu'il y a dans le sous-marin, donc il y a plus de bruit de moteur, il y a plus de bruit de gaz et on entend juste l'eau et les craquements du métal, qui ça fait des bruits, assez sourds. L'ambiance, elle est vraiment particulière, c'est très, très silencieux et donc on reste quelques minutes comme ça, personne ne parle trop. Moi, je suis un peu stressé en bas, enfin, on est vraiment enfermé dans une boîte métallique, artisanale, sous l'eau. Peter fait une blague, en parlant à Maria. Il lui dit en anglais qu'elle est coincée dans un sous-marin avec 5 Français et un Danois et il lui demande si c'était une bonne idée de venir. Donc ça, c'est en anglais. Moi, je crois que sur le coup, je comprends pas la phrase, mais mes potes qui parlent un peu mieux que moi, comprennent et rigolent à la blague parce que c'était sur le ton de l'humour et Maria rigole aussi, elle lui répond quelque chose et puis, voilà, ça rigole un peu jaune, dans le sous-marin, mais bon, ça en reste là. On reste vraiment quelques minutes, je vais dire 10 minutes sous l'eau et après on commence à remonter. En gros, ça s'est trop bien passé, c'était une expérience assez folle. On remonte à la surface, il y a une caméra qui sort du sous-marin, enfin qui est au-dessus, du sous-marin pour, voir la surface quand on est sous l'eau et on voit sur un petit écran qu'il y a des gens, sur le quai qui regardent en fait, des mouvements dans l'eau, donc on sait qu'il y a du monde, à la surface. Et donc on sort du sous-marin, on est trop, trop content de l'expérience. C'était un peu, émotionnel, mais ça s'est trop bien passé. Il nous propose à ce moment-là de venir visiter son atelier. Donc c'est à quelques centaines de mètres, du port et on le suit. Donc toujours, il nous parle de tous ses projets. On est fascinés par tout ce qu'il fait. On est très, très intrigués par le projet de la fusée. Et donc là, il nous amène dans l'atelier et on voit la fusée en construction. Donc c'est une fusée de 10 mètres, ou plus même, dans un hangar, très, très grand. Donc ça nous paraît fou. On rencontre, sa compagne, on rencontre, ses petits chats, il nous fait visiter les lieux et puis ça en reste là. Il nous donne, ses cartes de visite encore à chacun et puis on quitte, Peter, comme ça en fait après cette expérience-là et on rentre à notre, camping. Puis le festival se termine et on passe, nos 3 jours à Copenhague et chacun rentre chez soi. Donc là, je rentre chez moi. Je pense on fait tous pareil, on parle de cette histoire à tous nos potes. C'est une histoire assez inoubliable, donc on était prêts même à se faire tatouer, le nom du sous-marin avec voilà, une petite forme de sous-marin. On est assez contents de l'expérience. 2-3 mois après, j'ai un de mes potes qui doit retourner à Copenhague et qui décide de retourner voir, Peter Madsen et qui, en atterrissant, retape son nom sur internet pour le recontacter et en fait, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de résultats sur Google en rapport avec son nom et là, il s'aperçoit il y a eu un accident, avec le sous-marin, que cet homme est parti avec, une journaliste pour une interview et qu'il y a eu un accident sur le trajet, que le sous-marin a coulé, qu'ils ont été secourus mais que la femme avait disparu. Il est soupçonné, pour cette disparition, il est soupçonné d'être en lien avec cette disparition. En fait, ça va assez vite, quelques jours après, le corps de la journaliste est retrouvé, donc il y a confirmation qu'elle est décédée et à ce moment-là, il est accusé d'avoir tué la journaliste. Nous, on suit ça de près parce qu'on a peut-être été en contact avec un meurtrier. On a plein de vidéos avec nous. Moi, j'avais filmé vraiment, plein de passages de cette traversée en sous-marin. On a l'intérieur du sous-marin en vidéo, on a la blague qu'il a faite à Maria. On s'appelle pour se demander si on propose pas ces vidéos aux autorités danoises et suédoises. Un de mes potes a contacté les autorités suédoises et en fait, il est pas du tout pris au sérieux à ce moment-là. On se pose la question de savoir, ce qu'on doit faire de ces vidéos. Est-ce que c'était important ou pas? Est-ce qu'il y a des détails à l'intérieur du sous-marin qui pourraient aider l'enquête? Est-ce qu'on propose, ces vidéos, à certains médias? Est-ce qu'on les vend? Est-ce que, c'est légitime? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est dangereux ou pas d'en parler? Et on est tous d'accord pour dire qu'on n'en parle pas du tout, qu'on va pas du tout vendre ces vidéos-là aux médias et qu'on va garder cette histoire pour nous sans montrer ces vidéos et qu'on va essayer d'oublier un petit peu l'histoire. Il y a plein de rebondissements dans l'enquête. Il explique plusieurs versions, il revient beaucoup sur ces versions.
À chaque dénouement de l'enquête, il y a une nouvelle version qui apparaît, donc il est encore plus, soupçonné. Finalement, il est condamné officiellement en 2018 pour le meurtre, de Kim Wall, pour, le viol et la torture, de cette femme. C'est, vraiment une histoire affreuse et nous on s'appelle entre nous, on voit notre histoire, totalement différemment parce qu'on repense à cet événement, enfin à l'expérience qu'on a vécue 2-3 mois avant et on repense surtout à Maria, la fille qui était avec nous, en se disant qu'elle, elle avait dormi une nuit, en théorie dans le sous-marin et on n'a bien sûr pas de nouvelles d'elle, mais parce qu'on a que son prénom, donc on essaye même de la retrouver en fait, sur Facebook, si elle avait participé à l'événement. Enfin, en même temps, on a très, très peu d'infos. Mais en tout cas, l'histoire est affreuse et on se dit on a sympathisé, avec un meurtrier, qu'on est allé avec lui dans un sous-marin, enfermé sous l'eau. Toute l'histoire, qu'on avait vécue avec lui, vraiment résonne différemment. On avait vécu une expérience assez cool, on avait sympathisé avec quelqu'un, on avait gardé sa carte, on parlait de cette histoire assez souvent parce que c'était un souvenir assez impressionnant. En repensant à toute cette histoire, en fait, c'est vraiment un mélange, de sensations, en fait, puisqu'on avait vécu un souvenir, assez cool et maintenant, en fait, cette histoire-là remettait en question tout ce qu'on pensait de ce personnage, en fait. Certains d'entre nous regrettent, d'être allés dans le sous-marin avec lui. Enfin, on est assez perturbés. On est très contents de ne pas avoir fait notre tatouage, du sous-marin, surtout avec le nom. En 2022, un documentaire sort sur Netflix sur l'histoire du sous-marin, du meurtre de Kim Wall. On sait depuis quelques années qu'il y a quelque chose qui se prépare, un film ou une série. Et je reçois un texto il y a quelques mois d'un pote qui me dit, «Ça y est, le documentaire est sorti» et donc je le regarde, le premier soir, en fait, dès qu'il sort. Ce documentaire me perturbe, en fait, il gâche bien sûr ma soirée. Enfin, on apprend, plein de choses sur sa personnalité et là, on s'aperçoit que c'est vraiment un psychopathe et ça refait naître en moi, en tout cas, le désir de retrouver la fille qui était avec nous parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Ça fait 5-6 ans qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé, si elle a vraiment dormi, dans le sous-marin ou pas. Et donc, je commence à faire des recherches sur, les réseaux sociaux, en tapant des hashtags. Alors je sais que c'est peine perdue parce que j'ai son nom, mais j'en suis pas certain non plus. Et grâce aux réseaux sociaux, je tombe sur des photos du sous-marin et je tombe sur une photo où je vois une fille qui est habillée exactement comme sur la photo, qu'on avait prise, nous on avait pris une photo de groupe et donc là je sais que elle est sur cette photo-là. Je m'aperçois qu'elle ne s'appelle pas Maria, je m'étais trompé de nom. Je tombe sur sa page et je suis sûr que c'est elle. Je lui envoie un message, tout de suite sur son profil. Est-ce que c'est bien toi sur cette photo?» Parce qu'on la voit sur le sous-marin et de là, elle me répond assez froidement, elle me demande ce que je veux, pourquoi je la contacte. Donc mon message après est, très simple, je veux pas la brusquer, donc je lui dis qu'il y avait une fille avec nous en 2017, sur un sous-marin. Je pensais que c'était elle, vu comme elle était habillée sur la photo et je voulais juste avoir de ses nouvelles, savoir si elle allait bien, juste prendre des nouvelles, savoir qu'elle allait bien. C'est là qu'on commence une petite conversation et elle me dit que tout va bien pour elle, elle habite plus à Copenhague, mais qu'elle a essayé d'oublier cette histoire parce qu'elle a été contactée par plein de journalistes, à l'époque. Elle me confirme qu'elle a jamais été seule, avec, Peter Madsen, sur le sous-marin, qu'il lui est rien arrivé, qu'elle a pas encore vu le documentaire, mais qu'elle va le faire à la suite du message. Donc là, en fait, ça finit un petit peu l'histoire dans le sens où nous, enfin, en tout cas, moi, j'ai les réponses à cette question où j'y pensais souvent en se disant: «Bah, on sait pas ce qui lui est arrivé». Bah, je suis assez rassuré, mais mes potes, rigolent un peu parce que certains comprennent pas pourquoi je voulais avoir des nouvelles. Mais moi, je suis rassuré. En fait, je me dis que notre histoire, en tout cas, est terminée. Les seules questions qu'on avait encore sur cette histoire, c'était à propos, de cette fille-là. J'ai l'impression que ça clôture une sorte de chapitre. Ça nous arrive de reparler de cette histoire avec mes potes. On a chacun un peu un ressenti différent. Moi, c'est une histoire qui m'a marqué. Je j'arrive pas trop à l'expliquer. C'est peut-être parce que
C'est moi qui avais pris les vidéos à l'époque, qui du coup les ai regardées un peu plus parce qu'on se demandait si on allait les montrer. Aujourd'hui, je pense que je le referai pas parce qu'en fait, ça nous a prouvé qu'en fait, on pouvait pas forcément dans tous ces cas de figure, on n'est jamais sûr à 100 de connaître, notre interlocuteur. Ça me laisse, une sensation particulière parce qu'on se demande si nous non plus, on n'aurait pas pu voir que c'était bizarre, à l'époque, qu'il parlait beaucoup trop de lui, que c'était bizarre de faire cette blague, au fond du sous-marin finalement. Voilà, ça laisse une émotion un peu mitigée, quoi. C'est vraiment une expérience particulière, et qui est un peu bouleversante. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 239, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Dérochage, Capucine Rouault. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.